Jean-Michel Toulouse, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un ancien dirigeant des grandes entreprises publiques, vous êtes docteur en droit, diplômé de l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique. Vous militez dans un nouveau parti politique, le parti de la démondialisation, le PARDEM. Vous êtes également engagé dans plusieurs associations d'éducation populaire et d'études historiques. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, en 2 volumes, un contre le capitalisme représentatif, la démocratie directe salariale. Alors les titres des 2 volumes, ce sont d'abord Histoire et critique du système capitaliste représentatif et plus récemment Démocratie directe citoyenne vers un nouveau paradigme. Alors c'est un vaste programme que vous nous présentez là, dans deux ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre thèse, s'il vous plaît? Bien sûr. D'abord, merci aux éditions L'Harmattan de m'avoir fait confiance. Effectivement, le thème est assez ambitieux, mais je ne suis ni le premier ni le dernier à écrire sur ce type de sujet, bien entendu. Donc nous avons fait ça en deux volumes, en accord bien sûr avec l'éditeur, parce que, évidemment, c'est une ancienne thèse de droit public et de sciences politiques que j'ai transformée en livre qui puisse être publiable, on va dire, en évitant les défauts universitaires bien connus. Et donc ça a donné ces 2 tomes que vous venez de décrire. Donc le premier tome, j'essaye de faire un historique, effectivement, de ce concept de démocratie représentative, avec, effectivement, je laisse l'histoire aux historiens, bien entendu, je ne prétends pas être un historien, simplement un citoyen du monde qui s'intéresse à l'histoire et qui regarde un petit peu d'où nous venons. Voilà, et donc je fais un petit développement sur la Grèce ancienne, avec la démocratie athénienne. Voilà, si vous allez à Athènes, on ne vous montrera pas la Pnyx, et la Pnyx, c'était la fameuse colline où avaient lieu les délibérations de l'Ecclésia, où là il y avait 6-7 000 citoyens qui décidaient collectivement quelle politique devait avoir la cité. Alors évidemment, personne n'idéalise la cité grecque, bien sûr, mais c'est quand même là qu'est né, je dirais, les premières formulations de la démocratie. En Occident en tout cas, ne faisons pas d'européocentrisme. Et ensuite, donc, nous passons à Rome. Rome n'était rien moins qu'une démocratie, mais, comme on le sait, il y avait ce qu'on appelait les comitium, et c'était des lieux sur le forum où, effectivement, le peuple romain a été convoqué et on lui proposait un certain nombre de décisions politiques qu'il prenait en votant. Alors, là aussi, c'était pas du tout démocratique, puisque c'était un vote censitaire à l'époque. Bon, c'est bien expliqué dans le livre, je ne rentre pas dans les détails, mais c'était une forme de consultation politique du populum à l'époque. Alors ensuite, malheureusement, il y a un grand Moyen-Âge qui dure 12 ou 13 siècles, bien entendu, après je dirais, la République romaine, qui, elle, s'éteint, comme vous le savez, au début de notre ère, avec César et autres. Et donc, dans ce Moyen-Âge, nous entrons dans la monarchie, je dirais, féodale, théocratique. Voilà, j'en dis aussi un petit peu de mots, jusqu'à la Révolution française. Alors, il y a eu la Révolution américaine, j'en parle aussi, la Révolution anglaise, mais je me fixe, bien entendu, avant tout sur la France et sur notre Révolution. Voilà, qu'il faut d'ailleurs différencier en 2 parties, 89-92 et 92-94. La partie la plus intéressante étant naturellement 92-94. Voilà, nous passons ensuite au XIXe siècle, où là apparaissent effectivement, nous avons connu à peu près tous les régimes. En France, la République, la Première République, l'Empire napoléonien, la Restauration monarchique, la République de 48, la Deuxième République, le bonapartisme de Napoléon III, puis la Troisième République, etc. Donc j'essaye de tirer, comme dirait Rabelais, la substantifique moelle de toutes ces expériences historiques, ce qui nous amène à la Commune de Paris, et ce qui nous amène bien entendu à toutes les expériences politiques du XXe siècle qu'on connaît, des soviets de 1905 jusqu'à la guerre civile espagnole, en passant par les conseils ouvriers de Milan en Italie, que Gramsci décrit très bien, et puis bien sûr ce qui s'est passé en 1956, en 1968, naturellement en Hongrie et en Tchécoslovaquie. Voilà, et je fais également
dans ce premier volume, donc, un descriptif de tous les régimes politiques que nous connaissons aujourd'hui, qui sont tous des démocraties représentatives. Je parle naturellement des régimes politiques de démocratie représentative. Il y a encore malheureusement des dictatures, comme vous le savez. Et je décris donc voilà, le régime politique actuel de l'Allemagne, de l'Italie, des États-Unis, de la France, du Japon, etc. Et à chaque fois, je montre, si vous voulez, que en fait, ce ne sont pas des démocraties authentiques, c'est l'organisation de ce que j'appelle le dessaisissement des peuples, si vous voulez, puisque qu'est-ce qu'on demande au peuple? On demande au peuple partout, hein, dans toutes ces démocraties représentatives-là, de déposer un bulletin de vote dans une urne, que je qualifie d'urne funéraire de la démocratie d'ailleurs, et ensuite on ne demande jamais plus l'avis du peuple jusqu'aux prochaines élections. Alors on nous dit, oui, mais aux prochaines élections, le peuple peut se débarrasser des partis qui ne lui plaisent pas. Bien sûr, sauf que c'est un système d'alternance, si vous voulez, et il n'y a pas de changement politique de fond, de changement économique. Voilà. Donc je considère qu'effectivement, ce type de régime, jusqu'à y compris l'Union européenne, est l'organisation de la destruction, si vous voulez, de la démocratie représentative. Et c'est plus grave d'ailleurs pour l'Union européenne, puisque nous avons affaire à la destruction de l'État-nation, au profit donc de la souveraineté des peuples, au profit bien sûr d'institutions supranationales qui sont dirigées par des gens qui ne sont pas du tout élus, hein, puisque vous savez que ni M. Juncker, ni je dirais les responsables effectivement de la Commission européenne ne sont élus, mais ils sont désignés par les États. Et comme vous le savez, le Parlement européen n'a même pas le droit d'initiative législative, hein. Il ne peut discuter que sur proposition de texte de la Commission. Donc je ne rentre pas dans les détails, c'est bien expliqué si vous voulez dans le bouquin. Voilà, donc organisation du dessaisissement des peuples. Ensuite je passe dans le deuxième volume, alors parce que vous allez me dire, c'est bien joli, vous critiquez, mais qu'est-ce que vous proposez? Alors, nous proposons, enfin je propose, bien sûr, et c'est là que ça devient intéressant, naturellement, la démocratie directe citoyenne. Voilà, et on ne peut pas, naturellement, comme ça, parler de démocratie directe citoyenne, il faut d'abord faire une critique de la théorie générale de l'État, ce que j'essaye de faire. Je mets en scène, naturellement, le fameux débat entre Hegel et Marx, indépassé jusqu'à aujourd'hui, et qui aboutit, dans l'idée de Marx, si vous voulez, sur le dépérissement de l'État, qui est une thèse que malheureusement on a beaucoup oubliée. Seuls les anarchistes et ceux qui ont une conception marxienne, je dirais, assez objective, continuent à parler du dépérissement de l'État. Voilà, donc je parle de cette affaire de dépérissement de l'État, avant de présenter naturellement tout ce qui tourne autour des constitutions d'aujourd'hui, si vous voulez, et je fais une critique assez sévère, hein. Bon, je suis quelqu'un qui a été formé en droit public et en sciences politiques, de nos théories constitutionnalistes d'aujourd'hui, qui ne sont qu'une reprise, hein. Vous reprenez tous les traités de droit constitutionnel, c'est une présentation assez passive, je dirais, hein, des régimes de démocratie représentative jusqu'à présent. Je procède aussi à la critique du dernier avatar, hein, de la mystification politique par excellence, qui est la démocratie dite participative. Alors voilà, je ne suis pas le seul, hein, beaucoup d'auteurs procèdent à cette critique, et je pense qu'ils ont bien raison, puisque cette théorie de la démocratie participative n'a pour objet que de conforter la démocratie représentative, et de, naturellement, conforter la position des élus, mais pas du tout des électeurs, mais pas du tout des citoyens. Voilà. On ne peut pas non plus parler de démocratie directe citoyenne sans parler des partis politiques. Alors, voilà, vous connaissez l'école machiavélienne, Mosca, Pareto, Michels, avec des ouvrages Ostrogorski, bien sûr, et puis Karl Weber. Pour eux, si vous voulez, les partis politiques, c'était machine électorale, et moi, je veux en faire des associations de citoyens dans le cadre de la démocratie directe. Voilà, et je termine ce livre, si vous voulez, par deux paradigmes, et c'est là que je pense nous sommes un certain nombre à faire œuvre originale. La première, c'est qu'on ne peut pas naturellement prétendre mettre en place une démocratie citoyenne sans toucher à l'entreprise. Il ne peut pas y avoir d'un côté une monarchie patronale systématique, si vous voulez, dans toutes les entreprises, et puis soi-disant une démocratie représentative, ce qui est la situation actuelle. Donc,
Je pense qu'il faut revenir aux entreprises autogérées. Voilà, ça fait un siècle et demi qu'on en parle, mais que jamais, naturellement, personne n'a fait de proposition pour y arriver. Et là, il y a eu un certain nombre d'auteurs que je cite dans le livre, naturellement. Je fais référence, bien sûr, à Daniel Bachet, par exemple, c'est des sociologues, ou Benoît Boritz, sur tout ce qui tourne autour de l'autogestion, des SCOP, des sociétés coopératives de production autogérées, ou des SIC, des sociétés coopératives d'investissement collectif. Donc l'instrument juridique existe, si vous voulez, pour que le salariat devienne effectivement le gestionnaire, par l'intermédiaire effectivement de représentants, certes, mais doté de mandats impératifs. C'est ça la démocratie directe, c'est que ça n'est plus un mandat représentatif, mais un mandat impératif, c'est-à-dire que les élus, quels qu'ils soient, sont révocables par leur mandat. Donc, une modification, une transformation de l'entreprise, et qui est une véritable alternative à l'entreprise capitaliste qu'on connaît, la fameuse société de capitaux. Et puis, j'essaye aussi de revenir sur les conseils politiques. Voilà, alors il y a beaucoup d'expériences, je les résume dans le bouquin naturellement, mais je ne peux pas le faire en quelques secondes ici. Donc les conseils politiques, alors il y a eu de multiples expériences, depuis la Commune de Paris jusqu'au Conseil ouvrier à Turin en 1919, jusqu'au Soviet 1905-1917, etc. Et donc, il me paraît nécessaire, si vous voulez, de refaire une histoire de ces structures qui sont très 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 largement méconnues. Donc, je reviens sur ces conseils politiques et je mets en place, si vous voulez, des propositions avec un tableau de fonctionnement, si vous voulez, des conseils politiques qui soient adaptés à 2017, et non plus à 1919 à Turin ou ailleurs, ou à 1905 ou à 1917 en Russie, ou en ne serait-ce qu'en 1956 en Pologne ou en Hongrie, ou en Hongrie, ou en 68, ou en 1936, 68 en Tchécoslovaquie, ou 1936, naturellement, dans la Catalogne, anarchisante. Voilà, donc j'essaye aussi, si vous voulez, de coordonner la démocratie, on va dire, micro-sociétale, l'entreprise, et la démocratie macro-sociétale avec, naturellement, la démocratie directe participative. Voilà un petit peu le contenu du livre, si vous voulez. Et en conclusion, j'essaye de démontrer, si vous voulez, qu'il faut passer de la res publica, la République, à la res communis, c'est-à-dire la République, si vous voulez, des choses communes, des biens communs. Voilà. Je précise que la démocratie directe citoyenne, c'est l'énigme résolue en quelque sorte de la politique, comme le disait Marx dans la guerre civile en France de 1871. Et je démontre, si vous voulez, j'essaye de démontrer, en tout cas je mets en débat le fait que seule la démocratie directe citoyenne peut être l'idéal type, pour reprendre un terme weberien, l'idéal type de la démocratie politique moderne de notre temps. Voilà, et j'essaye dans ce livre, naturellement, de proposer donc au peuple et à tous les militants et à tous les citoyens qui effectivement souhaitent s'investir dans cette action, un certain nombre d'outils politiques, si vous voulez, et institutionnels, parce que je pense que une des caractéristiques des politologues et des philosophes politiques de nos jours, c'est de ne pas avoir apporté assez d'attention aux institutions. Voilà. Et donc, il me semble que développer une théorie politique et une théorie de philosophie politique sur les conseils, c'est utile et ça peut effectivement, comment dirais-je, intéresser les militants d'aujourd'hui. Voilà, je terminerai sur une image. Vous savez, on est en pleine crise économique et donc on peut figurer le capital mondialisé et financiarisé à un funambule, si vous voulez, qui est sur son câble, et on se demande de quel côté il va tomber. Et je pense qu'effectivement ce chute aura lieu, et je pense qu'à ce moment-là, il faudra que tous ceux qui sont intéressés par la modification de ce système, qui n'est pas une fatalité historique, je parle du système capitaliste et de la démocratie représentative, puissent disposer d'outils, si vous voulez, pour pouvoir proposer quelque chose au peuple. Et je pense que ce travail, qui est un travail de 30 ou 40 ans de réflexion, vous l'avez compris,
eh bien, peut être un des outils au service donc des gens qui veulent se battre et ne pas considérer que le capitalisme est le dernier cri des systèmes économiques mondiaux et que la démocratie représentative épuise totalement le concept de démocratie.